Salut à tous, dans cette vidéo, le Giro 2019, un parcours qui se rapproche le plus possible de la réalité, pour ne pas dire très réel, avec l'équipe Jumbo-Visma de Primoz Roglic. Alors je vous ai déjà parlé dans une vidéo dont voici la miniature en haut à droite de ce qu'était le profil des étapes de ce Giro 2019, donc je ne reviens pas dessus, en tout cas pas en introduction. Après, forcément, on sera amené à avoir des aspects forcément pendant la course, hein, c'est fatal. Plutôt m'attacher à préciser quelques éléments avant de démarrer. Voilà, on a pris notre équipe, hein, la vraie équipe. J'ai suivi les vrais inscrits sur le Giro de l'équipe Jumbo-Visma. Je vous ai fait apparaître les notes, comme ça vous avez un petit peu une idée des forces en présence. J'ai travaillé sur l'éditeur afin d'inscrire tous les gens qui étaient inscrits. Je me suis frappé 22 équipes fois 8 coureurs à les inscrire au Giro, dans l'éditeur, etc. Et puis ensuite, évidemment, ça a été donc le lancement de la partie qui démarre avec un prologue. Très bien, du côté de Bologne, voilà, on a les forces en présence, etc. On est plutôt content. Oui, sauf que, quand même, pour vérifier quels sont les inscrits, je m'aperçois que malgré tout ce que j'avais bien pu faire, eh bien, l'IA n'en fait tout de même qu'à sa tête. Il y a par exemple un Geraint Thomas, un Egan Bernal. On peut aussi déplorer l'absence de Tom Dumoulin, la présence de Matthews. Il y a aussi le frère Yates, Adam, qui normalement n'est pas là. Enfin, il y a beaucoup de choses, j'en passe et des meilleures, qui ne sont pas raccords avec la réalité. Voilà. Donc, j'ai repris sur Fast Editor. J'ai essayé cette fois-ci, fait le truc de manière bourrine. J'ai collé une maladie qui empêche de courir à tous ceux que je ne voulais pas voir participer. Le résultat, c'est qu'on a là des équipes, en tout cas une grande partie, parce que je voulais tester d'abord. On a des équipes qui se rapprochent un petit peu plus, ouais, sauf qu'elles sont pas complètes. Donc en gros, c'est une parodie. C'est une parodie parce que à la Sunweb, par exemple, Dumoulin n'est pas là. Donc ça n'a aucun sens. Bref, je me suis dit, bon, c'est soit j'accepte ce que l'IA fait, soit je ne propose absolument rien. Donc je me suis dit que ça valait quand même le coup de tester ce Giro 2019. Toutefois, il n'y a pas les vraies compositions des équipes, et c'est ultra regrettable. Donc voilà, je vous montre une bonne fois pour toutes ce que sera la composition des équipes sur ce Giro. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'important par rapport au Cador? Bah tout simplement l'absence de Tom Dumoulin et la présence abusive de Geraint Thomas. C'est presque ça l'essentiel, je dirais. Après, il y a plein d'autres éléments, mais c'est essentiellement ça. Donc, on pourra éventuellement se dire la chose suivante. Dumoulin n'est pas là, mais il y a Geraint Thomas. Alors, je vous propose que pendant les dizaines de minutes qui vont suivre, on se met à renommer Geraint Thomas. On va l'appeler Tom Dumoulin. Il est dans le team Ineos et puis il a un drôle de coéquipier qui s'appelle Egan Bernal, qu'on appellera Egon B, puisqu'on ne sait pas réellement de qui s'agit, qui est ce coureur. Non, je plaisante, c'est pas drôle hein, du tout. Voilà, on y va comme ça. Et puis croyez-moi bien que j'ai fait tout ce que je pouvais. Ça m'a retardé pour démarrer ce Giro. J'ai perdu des heures et des heures et des heures. Je vous fais pas un dessin, ça a été un véritable cauchemar. Du coup, bon, je me dis, allez, tant pis, on le court comme ça. Après tout, Geraint Thomas aurait pu être sur ce Giro. Et puis Tom Dumoulin, bah, c'est bien dommage. Voilà, c'est hyper dommage. Parce que vraiment il y avait besoin de Tom Dumoulin, ça aurait été vraiment sympa d'avoir sa présence. Alors, première étape, plutôt sympa ce prologue, hein, dominé par Geraint Thomas, Tom Dumoulin. Voilà, Geraint Dumoulin qui s'impose. Donc ouais, on aurait pu avoir ça
un Dumoulin qui s'impose dans la réalité, ça a du sens, ça a du sens. Allez, on enchaîne avec l'étape 2. Vous pouvez observer que celle-là, moi je l'ai désignée à l'avance comme plutôt destinée aux sprinters. Parce que quand même, il faut passer les deux dernières difficultés. Ok, c'est vrai qu'elles sont de taille, hein. Honnêtement, tout le monde ne passe pas, hein. Mais quand même, un Viviani doit passer. Il y a plein de gars qui doivent passer là et qui viennent. Michael Matthews, puisqu'il est présent, doit passer. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même cherché à réduire la liste des sprinters qui puissent se partager, enfin en tout cas se disputer la victoire, pardon. J'ai essayé de réduire la liste au maximum en roulant comme un malade dans ces deux difficultés du final, de l'étape 2. Et on a commencé, même si ça se voit pas tout de suite, le peloton est encore au complet, mais en fait, il y a des cassures qui vont pas tarder voilà, à apparaître, parce qu'on a vraiment roulé à bloc, et que en plus, il y a eu une chute qui a retardé une partie, alors pas nécessairement des cadors, hein, mais ça a retardé des équipiers. J'ai continué à rouler comme un taré, d'ailleurs, avec la complicité de la De Koenig Quick Step à qui ça avait l'air de plaire. Normal, il y a Viviani qui est juste dans la roue, là. Il est là, Viviani, il n'y a pas de problème pour lui. Dans la deuxième bosse du final. Et puis, sur la toute fin, allez, j'en ai encore rajouté une couche. C'est vrai qu'on a une équipe qui est plutôt pas mal dès lors que c'est vallonné, parce que Kous, c'est un grimpeur, donc pas mal à l'aise sur vallon, mais en tout cas, voilà, il aime bien quand c'est pas plat. Lorenz de plus, j'ai pas besoin de vous le présenter. L'allemand Martens aussi est un puncher. On a Tollhook, qui est un coureur fort intéressant, c'est un grimpeur, mais qui a une note en vallon qui est tout à fait sympathique. Après, c'est sûr, il y a Jos Van Emden et il y a Tom Laser, qui sont certes un petit peu en retrait, hein, dès lors qu'il faut faire un petit peu l'effort en montée, mais ils peuvent apporter déjà beaucoup de protection à d'autres moments, et donc ils ont une forte utilité tout de même. Et on s'aperçoit que sur cette fin d'étape, ben on continue à rouler là comme des malades, on durcit la course en fait. Voilà, on durcit la course, on a réussi à réduire le peloton, on approche des passages sous les 5 km. Allez, on en rajoute encore une couche avec Baumann aussi. Baumann, un coureur relativement polyvalent, mais qui vient bien compléter l'équipe comme ça sur un grand tour. Et puis démarrage de 2+, avec Primoz Roglic dans la roue, et on a fait un trou. Ça paraît impensable. Impensable. Viviani va réagir, mais bien trop tard. Oui, vous l'avez compris. On est allé chercher cette étape 2 avec Primoz Roglic au terme d'un final où on aura vraiment énervé tout le monde, agité la course. Tiens, pour un peu, je me serais cru avec la Lotto Soudal. Voilà. Tous ceux qui ont vu les vidéos concernées comprendront. Euh, Parce que j'aime bien secouer comme ça la course dès le départ. Ben, ça a été le cas, rassurez-vous. Primoz Roglic n'a pas remporté toutes les étapes dédiées aux sprinters. Hein, on va pas non plus. Ne croyez pas des choses qui sont fausses. Non, non, non. Mais bon, il se trouve que celle-là, moi, j'avais pas prévu de la prendre. J'avais juste prévu d'essayer d'éliminer des gens et voir où est-ce que mes rouleurs pouvaient me mener, ainsi que mes punchers. Ben, on a vu que ça menait directement à la victoire. Alors sur l'étape 2, j'appliquais un principe, étape 3, pardon, j'appliquais un principe que j'applique assez souvent, c'est que les efforts excessivement importants, comme on a fait à l'étape précédente, je ne les fais jamais 2 étapes d'affilée. Donc on a laissé l'étape volontairement, parce qu'il n'y avait pas tellement de terrain pour durcir, hein. On a laissé l'étape au sprinter, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Alors, pour une fois que je ne colle pas au niveau du sprint, on va se prendre une cassure. Regardez, en bas, on voit 50 secondes. Florian Sénéchal.
Ce qui veut dire que les 14 premiers ont pris 50 secondes à tout le monde, et du coup, on perd le maillot au profit de Diego Ulissi. En soi, je n'ai rien contre le fait de perdre le maillot à l'étape 3 du Giro. M'en fiche éperdument. Ce qu'il faut, c'est l'avoir le soir de l'étape 21, mais disons que c'est un peu la manière est un petit peu déplaisante. C'est pas tout à fait la première fois que ça m'arrive, et pourtant, vous voyez, je me suis encore fait choper par cette forme de bug du jeu qui veut que, au final, les sprinters font une différence qui est absolument irréaliste par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Vous avez jamais des sprinters qui, sur les 2 derniers kilomètres, déjà de toute façon le sprint, ça se lance à 400 mètres, hein, ça se lance pas à 1,5 km ou 2 km. Bref, voilà, petit problème inhérent à la modélisation du sprint. On sait que dans PCM, la question du sprint, comme ça, dans les derniers hectomètres, elle porte à discussion, parce que très clairement, le truc peut pas être, le truc n'est pas modélisé de manière fidèle et proportionnelle, je dirais, à ce qui se passe dans la réalité. C'est pas grave, on l'accepte. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et puis il y a d'autres petits bugs du jeu dont on profite aussi. Donc, pas commencer à pleurnicher. Hein. Mais toutefois, dans cette étape 4 que vous avez sous les yeux, bah, je me suis résolu à de nouveau durcir. Parce qu'en plus, il y a une bosse à l'arrivée. Donc celle-là, cette étape 4, elle peut être désignée pour un final pour puncher. Hein. Par exemple, un Simon Yates qui doit essayer de reprendre du temps dans la réalité, à Dumoulin, à Primoz Roglic, voire à Nibali. Un Simon Yates serait bien inspiré d'essayer de profiter de ce type d'opportunité si la course lui en laisse la possibilité, bien sûr. Et nous, on va évidemment la saisir, l'opportunité. On va la prendre parce qu'il y avait effectivement, on va y regarder, joli trio, hein. Pas vilain du tout, puisque Roglic devant Geraint Thomas, et c'est Vincenzo Nibali qui était venu là prendre la 3e place. Donc on a des hommes forts déjà qui sont venus sur cette étape essayer de s'imposer. Dans la foulée, de nouveau, hein, le truc habituel, étape pour sprinter. Je ne vois pas de raison particulière de crever mes gars 2 jours de suite. On a beaucoup roulé la veille. Puis ça compte, hein, la fatigue. Hein. C'est super important. Hein. Vous voyez bien que dans l'onglet de présentation, dans l'écran de présentation de course, là, à chaque fois, avant chaque étape, la fraîcheur, elle apparaît. Hein. Et si vous avez vos types qui sont cramoisis, bah, ça va rendre plus probable les mauvaises formes du jour, notamment. Hein, donc c'est ensuite un cercle vicieux dans lequel vous avez vos coureurs qui enchaînent les mauvaises formes du jour. C'est une super mauvaise chose. Donc, cette fois-ci, je me suis pas fait avoir par les sprinters, on a suivi, donc du coup, on se retrouve avec un truc limite, d'ailleurs, un peu déconnant, c'est que, à la limite, Roglic, top 20 de cette étape-là, bah non, quoi. Il a pas besoin d'être top 20 s'il passe en 50e position avec le reste du peloton, ça va aussi, hein. Mais bon, voilà, vous vous retrouvez devant des aberrations, c'est qu'en gros, si vous sprintez pas, vous pouvez vous faire sanctionner. Ensuite, cette étape-là qui arrive est intéressante, la 6. Elle est très intéressante parce que le final nous donne l'occasion, là encore, de peut-être durcir la course, comme je l'avais déjà fait à l'étape 2 et à l'étape 4. Donc, on va essayer de le faire après avoir ramené nos hommes à l'avant, puisque c'est quand même la base, hein, faut déjà ramener tout le monde. Alors, j'ai remarqué quelque chose, vous allez dire, t'as pas inventé le fil à couper le beurre. Bah oui, je le reconnais, ce n'est pas un scoop que je vais dire, mais il y a vraiment intérêt, quand on veut fabriquer un train, à le fabriquer bien 5-10 km avant le début de la difficulté. Sinon, vous allez avoir des types qui vont traîner, en fait. Et le fait qu'il y ait des types qui traînent, ça va vous porter préjudice dans l'exécution
du petit train que vous voulez mettre en place. Donc en l'occurrence là ça fonctionne. Ça fonctionne. On a Kous qui prend un joli relais. Voilà. Et puis dans sa roue, évidemment, après, ce sera Tollhook qui sera chargé d'assurer la suite. À moins que non, voilà, j'ai déclenché Bowman, pardon. J'ai déclenché Bowman, pourquoi? Très probablement parce que Tollhook était déjà voilà, cramoisi. Bowman avec ensuite le relais qui passe à Lorenz de plus, avec évidemment le leader calé dans la roue, et une fois qu'il faut se débrouiller par exemple pour aller reprendre un Enao, alors qu'on voit O'Connor hein, qui est aussi bien présent sur cette fin d'étape, vous avez vu déjà il y a plein de gens largués, Roglic va devoir se débrouiller tout seul hein, sur le final, très clairement, c'est pas grave, il en est capable. Moi ce que je visais c'était de qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles avant cette toute dernière petite bosse. Voilà, c'était mon seul objectif, c'était arriver à cette toute petite bosse le mieux possible, avec le plus de barres possible, pour planter une accélération la plus violente possible. On voit qu'on est en bonne compagnie. Il y a Nibali, il y a Geraint Thomas et Michael Matthews qui a réussi à suivre. Franchement, chapeau. Donc on a compris que la victoire d'étape, elle est pas pour nous. Par contre, on peut essayer de glaner une deuxième place qui serait synonyme de bonification. Et c'est le cas. C'est très important les bonifs en ce début de Giro parce que elles permettent outre les contre-la-montre, bien évidemment, elles permettent de se positionner, de gratouiller un peu au classement général. Et regardez, on a 10 secondes, c'est rien 10 secondes. Mais je préfère avoir le maillot pour une raison très simple, c'est pas du tout parce que je suis heureux de voir Roglic en rose au soir de l'étape 6, c'est pas ça, c'est que dès qu'il porte le maillot, sa forme du jour en est impactée en fait. S'il ne le porte pas là, alors qu'il n'est pas encore en pic de forme, il a un +1 prévisionnel. Alors que s'il le porte, avec la petite ligne dans le détail des calculs de forme du jour, je vous ai déjà parlé de ça, la petite ligne performance remarquable au classement général, ben, il a +2 en prévisionnel au lieu d'avoir +1. Eh ben, ça peut faire toute la différence sur certains types d'arrivées d'avoir un Roglic avec une forme du jour à du coup peut-être 3 au lieu de 2 ou des choses comme ça. Voilà. Si on a eu un peu de chance. Donc voilà, donc c'est important, je veux pas lâcher le maillot. C'est pour ça que ça m'avait un petit peu embêté quand il s'était passé ce qui s'était passé à l'étape 3, hein, avec cette perte de temps totalement délirante, parce que je veux garder ce maillot maintenant qu'on l'a sur les épaules pour des histoires de forme du jour, encore une fois. Je rappelle un truc que j'avais dit à l'épisode où je parlais de la préparation du Giro, donc l'épisode 2, là, le Dans la roue de Primoz Roglic, épisode 2. Je vous avais dit que j'avais fait ce qu'il fallait pour essayer de rattraper le coup par rapport à la préparation pour que le pic de forme de Primoz Roglic intervienne donc le plus tôt possible, ou plutôt le moins tard possible, parce que c'était mal embarqué, on avait un déficit de jours de course, et ce moins tard possible s'avère être aux environs de l'étape 10. Pourquoi je dis aux environs? Ben parce que, a priori, c'est pour l'étape 10, hein, le pic de forme. Après, on sait que sur ce Giro, 10 et 11 sont des étapes absolument peu intéressantes. Elles sont plates. Et donc, à partir de là, si on l'a pas à l'étape 10, on s'en fout, en fait. On s'en fout totalement. Mais bon, quand même, a priori, sauf blessure, sauf maladie, ce sera à l'étape 10. Donc voilà, Lorenz de Plus a fait ce qu'il a pu. C'était un peu la foire d'empoigne en bas de cette côte qui décide du vainqueur de l'étape 7. On voit que là encore, il y a pas mal de monde qui reste sur le carreau, et Primoz Roglic est en difficulté avec Romain Kreuziger. Non, il va s'imposer encore une fois Roglic. C'est-à-dire, mais tu gagnes une étape sur deux, ou c'est cheaté, ou... Non, je vous rassure, on est toujours en mode extrême. Simplement, on avait comme ça des scénarios d'arrivée qui étaient jouables. Et avec un Roglic qui a de vraies qualités de finisseur.
marrant d'en reparler avec certains d'entre vous récemment. Je déplorais dans mon épisode précédent que les notes de sprint et même d'accélération du Roglic n'étaient pas bien phénoménales. Et puis quelqu'un me rappelle fort opportunément, il me dit ouais mais t'as vu pourtant il règle un paquet de petits groupes et ben en plus c'est totalement vrai. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que la note de sprint de Roglic, bah, elle n'est pas adaptée à son niveau. Elle n'est pas adaptée. Il faudrait changer cette note. Parce que quand on voit que, par exemple, je ne sais pas moi, Thibaut Pinot, à qui ça peut arriver de régler des sprints comme ça en petit comité entre grimpeurs punchers, il a 68 et que Roglic il a 64, se retrouve en deçà de, par exemple, je sais pas moi, Froome à 66 ou même un Dumoulin 65 ou 66 également, bah il y a un petit bug quoi, parce que Roglic, sincèrement, il est bien capable de finir quoi. Mais bon, voilà, c'était la petite remarque. On va voilà se rapprocher de l'arrivée, dernier kilomètre. La victoire d'étape, eh bien même si je fais sprinter Antoine Tolhoek, elle n'est pas pour le peloton. Alors qu'il faut, attention, petit slalom entre les palmiers, voilà, hop, il faut pas espérer gagner cette étape-là, puisque victoire française, et même doublé français. C'est énorme, hein, c'est énorme. Doublé français sur cette étape 8 là. Deux échappés de AG2R, la mondiale, qui se font les deux premières places. Écoutez, plutôt sympa, hein, plutôt sympa. Allez, on arrive à un premier moment de vérité. C'est l'étape 9. L'étape 9, c'est une étape hyper importante. C'est un contre-la-montre euh, avec, euh, avec une bosse. Il fait, regardez, 34,5 km. Hein. Il y a une bosse à l'arrivée, enfin une bosse, c'est même beaucoup plus qu'une bosse, c'est une côte euh, assez irrégulière. Pourquoi est-ce que je le mentionne? C'est parce que, vous savez, parmi les rouleurs grimpeurs du peloton, vous en avez qui sont un petit peu plus sensibles que d'autres aux variations de pente. Et par exemple, un Tom Dumoulin, quelqu'un qui est beaucoup à regarder ses pulsations et qui calque son pédalage vraiment en rapport avec ça. Et Tom Dumoulin, il a vraiment tendance à préférer quelque chose de régulier. À l'opposé, vous avez un Simon Yates qui va être capable de puncher comme ça par à coup. C'est un grimpeur évidemment. Hein. Faites pas dire que c'est un puncher, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'il a du punch pour un grimpeur. Alors que Dumoulin, c'est plus un grimpeur mais régulier qui va comme ça. Peut-être que sur la même côte, le même col par exemple, il va mettre le même temps que peut-être que Simon Yates, mais sauf qu'il va pas le monter exactement de la même manière. Là où l'un va être assez régulier parce qu'il est vraiment focalisé sur ses pulsations et sur ses watts, etc. Vous avez l'autre qui va être peut-être un petit peu plus en dents de scie, quoi. Et donc c'est vrai qu'il y a des vraies différences entre les grimpeurs, même parmi les tout meilleurs, il y a de vraies différences. Et c'est quelque part un petit peu un sujet qu'on peut développer si on veut un petit peu s'intéresser à ce qu'a mis en place la Sky. Et c'est finalement cette manière de courir les grands tours qui est la sienne, à savoir au final imposer un rythme très soutenu, voire soutenu par moment, et finalement faire avorter les initiatives éventuelles de certains qui du coup se retrouvent à courir finalement contre nature et qui du coup vivent très mal le fait de devoir suivre le rythme qui est imposé par la Sky. Alors évidemment avec des coureurs très forts qui se succèdent, avec surtout une approche excessivement scientifique, avec une histoire de pulsation, une histoire de watts, mais qui est au centre de tout, puisque les mecs ne font rien qui n'a pas été planifié dans la manière d'amener leur leader au moment du dernier relayeur, du dernier qui va prendre le train. Donc c'est vrai que
c'est un sujet qui est passionnant. C'est un sujet qui est passionnant et puis on pourrait évoquer dans le passé le moment où tout ça est arrivé. Le moment où tout ça est arrivé, pour moi, le moment où il y a un changement qui est ultra fondamental, alors qu'on voit que tout va se jouer dans le final. Hein. J'ai économisé mes forces, évidemment. Euh, j'ai économisé mes forces au maximum. Je suis parti un petit peu tranquillou pour surtout faire mal dans la bosse. Alors, quel va être le résultat? Le résultat va être plutôt sympathique avec une victoire d'étape pour Primoz Roglic, qui met quand même un écart que je trouve assez sympathique à Geraint Thomas et Vincenzo Nibali. Il leur met quelque chose de sympa comme écart, parce que mine de rien, faut aller le chercher, celui-là. On n'a pas deux peintres en face. Hein. Donc voilà, oui, le moment, à mon avis, crucial, et puis je termine de parler de ça, on se recentre après sur le Giro. Remarquez, ça tombe pas mal, il y a une étape de plat, réservée aux sprinters a priori. Euh, c'est vraiment Lance Armstrong et la US Postal hein, qui, à un moment donné, arrivent et quelque part chamboulent un petit peu la manière de faire dans les, dans les grands cols entre grands leaders. Quoi, hein. Moi, je me souviens encore de l'époque d'Indurain, ça se passait pas de la même façon. Hein. Ça se passait pas de la même façon. Il y avait toujours des équipiers, il y avait toujours évidemment un travail d'équipe. Le cyclisme n'a pas changé le jour où Armstrong est arrivé, mais il y a eu quand même ensuite une évolution. Ben, au final, il y a eu toujours des équipes pour ensuite prendre le relais de cette façon-là de courir, notamment sur le Tour de France. Et c'est vrai que ça peut amener très clairement victoire de Viviani encore. Hein. C'est vraiment le meilleur hein, dans la partie à ce moment-là de l'année, hein, puisqu'en plus il n'y a pas Groenewegen. Donc vraiment quelque chose qui a été fondamental parce que si ensuite il y a une forme de désamour du public par rapport au Tour de France, bien ça n'est pas un hasard. C'est aussi parce que il y a eu des pratiques. Alors certes, on a eu des scandales, etc. Je ne veux pas en parler, mais il y a eu aussi eu des pratiques de course, des tactiques de course qui ont quelque part un petit peu enlevé le côté foufou qu'on avait pu connaître à un moment donné. Et ça peut expliquer pas mal de choses. Pourquoi est-ce que actuellement vous avez un Giro qui est super attractif et sur lequel les coureurs adorent venir et d'ailleurs des organisateurs du Giro qui, il faut quand même le dire, font des parcours sublimes. On a de très 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 beaux parcours sur le Giro. Non pas que ceux du Tour de France soient moches, parce ils ont aussi, il y a aussi matière à avoir une course phénoménale. Mais c'est un petit peu lié à la façon de courir, quoi. Vous avez une équipe qui domine toutes les autres, excepté en 2014, lorsque Vincenzo Nibali est allé prendre ce Tour de France, avec notamment, je vous avais déjà parlé dans un épisode de Nibali, cette étape sur pavé où tellement de choses se jouent, étape 5, hein, je crois que c'était ça. Euh, bon, il faut bien se dire que beaucoup de choses ont changé et que c'est vrai qu'un certain désamour par rapport au Tour de France, une certaine lassitude peut aussi arriver par rapport à la façon dont il est couru et dont il est cadenassé, presque étouffé par moment par la tactique de la Sky. Après, voilà, il faudra qu'à un moment donné, il y ait, comme on a un peu pu voir sur les classiques ce printemps 2019, une forme de petit changement générationnel et une forme aussi de changement de tendance. Il y a bien un moment, de toute façon, en sport, les choses basculent. Federer, quand il a gagné X fois Wimbledon, on était incapable, ou Novak Djokovic, quand il était numéro un mondial et qu'il paraissait invincible, eh bien, qui pouvait prévoir qu'à un moment donné, le gars, alors si vous parlez de Djokovic par exemple, voilà, le gars allait bah, ne plus gagner du tout, et même être en difficulté, quoi. Est-ce que c'était prévisible 6 mois avant? Non. Donc en fait, on ne sait pas. Enfin, on sait pas. En sport, rien n'est prévisible. Il y a comme ça, et puis c'est ce qui fait la beauté du truc. Hein. Et donc voilà, bah, une petite réflexion. Hein, voilà, je vais arrêter de digresser, mais petite réflexion là, sur tout ça, sur les pratiques
de course. Et pour conclure, et là c'est vraiment la conclusion, je pense vraiment que on peut avoir de façon comme ça surprenante à laquelle personne ne s'attend réellement à un changement générationnel à un moment donné qui fait qu'après on va plus courir exactement de la même façon. Bon, faut quand même avouer qu'avec toutes les données scientifiques dont les coureurs bénéficient et le fait qu'ils aient les yeux rivés dessus, euh, ça n'incite pas pour le moment à penser que ça va disparaître demain, hein, parce qu'ils sont quand même encore bien attentifs à tous ces paramètres. Alors il faudrait peut-être supprimer certains aspects, il faudrait voir, il y a des débats, il y a des gens qui ont des avis là-dessus. Moi j'en ai pas. Victoire de Primoz Roglic sur cette étape 12. On est allé la chercher celle-là. On est allé la chercher en durcissant dans le col final pour ensuite évidemment aller chercher cette victoire. Pourquoi évidemment d'ailleurs? Ben, pas évidemment du tout. On repousse Guerin Thomas à 1,05. Vous voyez, à force de glaner des bonifs, plus le petit contrôle à montre là, 35 secondes à l'étape 9, ben maintenant on est au-delà de la minute. Voilà. Et on aborde un bloc essentiel de ce Giro, le bloc 13, 14, 15, 16. Alors il faudra voir quel sera le bilan de ce bloc. On retient donc 1,05 sur Thomas et je ne me souviens plus réellement 1,20 sur Nibali ou quelque chose comme ça. Avant le bloc, eh bien on verra combien on a après. Donc étape 13, plutôt intéressante. Faut jamais oublier le final là, de cette étape 13. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup économisé mon Primoz Roglic là. Et puis le final, et pourquoi est-ce qu'il faut pas l'oublier? C'est parce que la dernière ascension, c'est 20 km à 5,9%. Et il faut aussi penser que les 6 derniers kilomètres de cette dernière ascension, ils sont à 9%. Donc il va y avoir besoin de toute la force, de toute la vigueur de Primoz Roglic sur cette ascension finale. C'est pour ça que j'ai envoyé Tolhoek aux avant-postes. Voilà, petite tactique habituelle où on envoie quelqu'un qui est quand même assez fort, mais que l'IA laisse partir. Bon, parce que de toute façon, il aurait aussi le droit de partir dans la réalité, parce qu'il a suffisamment de retard au général, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Hein, le mec, il peut partir, et puis en fait, il sert de relais. Voilà, c'est vieux comme le cyclisme hein, de faire ça. Et c'est sûr que bon, au passage, on se sert un petit peu des points de la montagne, mais je vous avoue que je ne sens pas l'équipe suffisamment forte au niveau grimpeur pour pouvoir dire à un moment donné que oui, je vais vraiment essayer d'attraper le maillot grimpeur avec Tolhoek. Non, je crois que de la même façon que les objectifs étaient raisonnables sur cette saison avec Roglic au moment de sa préparation, de la même manière, il faut se concentrer sur une unique chose sur ce Giro, c'est essayer d'emmener Roglic le plus haut possible et ne pas essayer de courir plusieurs lièvres à la fois. Allez, on est dans la montée finale, donc intéressant parce que Tolhoek a fait ce qu'il avait à faire. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, pour être très franc. Et puis il va falloir se débrouiller sur le final. Voilà. Il va falloir se débrouiller notamment face à une équipe qui est en surreprésentation. Ce n'est pas la team Ineos, même s'il y en a quelques-uns. C'est la Bahrain Merida de Vincenzo Nibali. Nibali, il a avec lui Pozzo Vivo et Damiano Caruso. Alors c'est intéressant de noter que Pozzo Vivo et Damiano Caruso, ils y sont pour de vrai sur le Giro, pour le coup. Donc pour le coup, il n'y a pas d'arnaque. L'équipe Bahrain Merida qui est alignée là dans la partie sur Pro Cycling Manager, dans la vidéo que je vous propose, est très très proche de celle qui est alignée sur le Giro dans la réalité. Donc au moins, on aura obtenu quelque chose. Tant mieux. Mais donc voilà, cette équipe est pas mauvaise. Et puis, il est vrai que j'ai été à des moments, j'ai essayé en tout cas, hein, j'ai essayé d'être malin. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, dans d'autres parties, sur d'autres grands tours, j'aurais roulé. Et puis, en fait,
dans cette partie-là, comme je me méfie comme la peste de Nibali et de Geraint Thomas, je reste dans la roue en fait dans des situations comme celle-ci. Je reste dans la roue parce que je me méfie trop des gars en question. D'ailleurs, à forte raison parce que regardez, Paul, il y a envolée de Nibali, envolée de Nibali, et est-ce qu'il va aller chercher la victoire d'étape? C'est le vrai questionnement. Ou est-ce que c'est Mikel Landa qui va la prendre? C'est Landa. C'est Landa. Donc Landa Nibali très fort sur ce Giro à retenir. Roglic va venir prendre une troisième place devant Simon Yates ainsi que Geraint Thomas. Donc on a plus ou moins là les 5 qui sont dominants sur, en haute altitude. On voit par exemple qu'un Richie Porte qui a été aligné par la Trek, mais dont on sait qu'il n'est pas sur le Giro 2019, pioche beaucoup plus, il n'est pas du tout au même niveau. Donc ces 5-là semblent les 5 meilleurs en haute altitude. On va voir si ça se confirme sur les étapes suivantes. On va avoir l'occasion de tester le truc. Donc là, évidemment, on a perdu un peu de temps par rapport à Nibali. Donc voilà, il va falloir faire quand même un petit peu attention. Faut pas que ça se reproduise trop souvent. Alors on passe à l'étape 14, qui est un enchaînement de 5 ascensions sur une étape qui est relativement courte, 130 km. Attention, attention. Après, Roglic est quand même relativement en bonne forme. Même si on a quelques blessures là qui commencent à nous pourrir un petit peu la vie. Alors je parle de blessures en l'occurrence, c'est plus je crois que c'est des maux de tête ou une sinusite pour l'un, etc. Maux de tête pour l'autre. Mais de plus et couche, ce serait un peu mieux s'ils étaient en bonne santé. En bonne santé, d'autant plus que chaque jour là où ils sont malades ne nous rapporte pas du coup la même chose en termes de points qui nous amènent au pic, à déclencher le pic de forme. Donc ouais, c'est double mauvaise opération. J'ose pas vraiment utiliser le gars, plus bon, voilà, pic retardé, bref. On n'est pas si mal. Voilà, après évidemment, ça lâche progressivement, faut pas leur en vouloir, faut pas leur en vouloir, ils font ce qu'ils peuvent là, nos équipiers. C'est déjà bien d'avoir par exemple un Kous qui a accompagné jusque-là. Retour de 2+, ça veut dire que le, le groupe des leaders, le peloton ne roule pas si vite dans cette portion-là. Il y a toujours un certain retard par rapport à l'échappée, voilà. Donc ce col et San Carlo là, il est quand même violent. Qu'est-ce qu'il est violent quand on voit la couleur de la petite carte en haut à droite là, c'est juste affolant quoi. Il y a vraiment c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Donc on va voilà assurer le coup. Vous avez vu, on réagit à peine ça commence à se barrer un peu là. On réagit de suite pour surtout pas laisser faire n'importe quoi, parce que j'ai bien aimé que l'IA attaque à cet endroit-là. Je trouve que c'est sympa, c'est vraiment bien. Maintenant voilà, ça doit être sympa, il faut quand même réagir. Après dans un deuxième temps, je crois qu'il y a Lopez là qui est impliqué dans une deuxième tentative, voilà, et puis on va revenir nickel, voilà, tout va bien. Donc on a un petit peu tué dans l'œuf les mini tentatives. Oh, c'était pas très insistant, ils ont tenté leur coup, mais pas plus que ça. Allez, par contre,
dans la petite montée finale. Là, ça attaque plusieurs fois. Il faut avoir gardé un max de barres rouges, de barres jaunes, tout ce que vous voulez. Il faut surtout être capable de suivre, mais d'un autre côté, le pourcentage étant faible, c'est plus facile de suivre les attaques des uns ou des autres. C'est à peu près équivalent. Il y a Nibali, Geraint Thomas, Simon Yates. On va se faire reprendre par Formolo. Et puis on va surtout essayer d'aller au bout de l'étape sans le moindre dommage. Il n'y a plus de bonif pour notre groupe, donc il n'y a aucun dommage. Tout va pour le mieux. Et au classement général, 50 secondes toujours pour Roglic sur Nibali. On passe à une étape 15 qui a subi une modification par rapport à ce que vous voyez et ce que je vais jouer. C'est que San Fermo della Battaglia a été éclipsé. Voilà, ils ont changé un petit peu leur parcours. Du coup, l'étape, elle fait 231 km et non pas 237 km. Il y a donc un final qui est emprunté, on le sait, au Tour de Lombardie avec Madonna del Ghisalo, il y a Colma di Sormano et le Civiglio. Et puis, dans la réalité, après la descente du Civiglio, il y aura 3 km de plat et basta. Alors que là, on connaît, de toute façon, a déjà joué des Tours de Lombardie qui terminent comme ça. C'est génial, c'est vraiment une course phénoménale. Elle est vraiment tellement belle à courir. Allez, on est dans Madonna del Ghisalo, montée en 2 temps, dont la première partie est plus difficile que la deuxième. Voilà, donc toujours pareil, l'idée étant de pas trop fatiguer un ou deux gars qui puissent emmener Roglic le plus loin possible. Donc voilà, c'est toujours notre obsession. Obsession de n'en faire le moins possible, tout en à des moments faisant ce qu'il faut. Bon, allez, on arrive maintenant dans la deuxième partie de la Colma di Sormano. Donc il n'y aura pas le mur, hein. Faut faut pas être déçu, il n'y a pas le mur de Sormano. Hein. Alors là, j'ose à peine imaginer les dégâts que le truc aurait fait s'il y avait le mur de Sormano. Vous imaginez le truc dans la... Vous avez mais 90% des gars qui, qui sont morts quoi dans le mur di Sormano. Il suffit de voir, de toute façon, regardez le Tour de Lombardie, voir dans quel état sont les types, pour se rendre compte que, mais vraiment ce mur de Sormano, c'est quand même quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que j'aurais bien aimé qu'il y soit, moi, Primoz Roglic, bah, il avait été un peu à l'origine de ce coup là qui part avec Nibali et Pinot dans le mur de Sormano sur Tour de Lombardie 2018. Après, on se souvient de ce qui s'est passé. C'est un Thibaut Pinot olympique qui l'emporte sur Vincenzo Nibali avec un très joli moment où il le lâche dans le Civiglio. Mais voilà, donc nous, on n'en est pas là. Hein, c'est tout simplement un parcours classique. Voilà, allez, je crois que là maintenant, Roglic, il est sur orbite. On est dans le Civiglio, précisément. On reprend un peu des échappées progressivement. Là, c'est que lire de la Lotto Soudal qui s'était déjà échappé bien longtemps. Bravo à lui. Et puis là, allez, c'est parti. On y va. Toluk va servir de protecteur à Roglic pendant un temps, et puis après, eh bien écoutez, ce sera quand même à Roglic de se débrouiller.
Derrière, ça roule, hein. Ça essaye de résister, mais bon, là, j'ai mis une énorme accélération, hein. J'ai vraiment mis un très 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 joli et fort curseur. Donc c'est normal que ça pioche. On voit Geraint Thomas qui ne peut plus réellement. Vincenzo Nibali qui est le seul finalement qui arriverait presque à suivre le truc. Allez, on y va. Roglic, il est parti au panache pour essayer d'aller chercher cette victoire. Victoire, il va falloir déjà reprendre les uns et les autres, hein. Ah, puis Nibali nous a repris dans la descente, décidément, la descente du Civelio. Ça reste un endroit juste mythique pour Nibali. Donc, ok, on est tous les deux. Ce qu'il y a de bien, c'est que Nibali collabore. Ça, c'est bien, parce que à deux, on peut envisager peut-être d'aller au bout, hein. Et ça voudrait dire faire un petit peu de mal à Geraint Thomas au général. Et puis je me dis quand même que on aurait peut-être moyen de se débarrasser de Nibali. Et je tente le coup, ça fonctionne. Il nous reste encore 3 gars à reprendre, dont celui qu'on aperçoit, Tige Benoît. Ah, c'est salaud. Tige Benoît, il allait gagner son étape. Et on voit il est clairement venu chercher les victoires d'étape. Enfin, déjà, faudrait en avoir une, hein, pour parler ensuite au pluriel. Et puis Benoît, bah, il n'en a pas attrapé pour le moment, hein. Lotto Soudal fait un Giro qui est pas exceptionnel. Pourtant, à la ligne A1, elle aligne Wellens, elle aligne Benoît sur ce Giro-là, et ça ne fonctionne pas des masses. Faut dire que les notes de Benoît et Wellens ont été bien bien baissées suite à la campagne de classique. Victoire de Primoz Roglic dans cette étape qui symboliquement méritait qu'on s'y attarde, méritait qu'on essaye de taper un gros gros coup sur la table. Et ben c'est chose faite. Voilà, il est allé la prendre. Il est allé la piquer à Tige Benoît. Ça me fait un peu de peine rapport à ce que vous savez. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, on va en prendre je sais plus, peut-être une 6e victoire d'étape, non? Un truc comme ça. 5e ou 6e, je sais plus, j'avoue. Et on arrive à l'étape reine. L'étape reine, l'étape 16. Alors là, bonjour, hein. Avec un dénivelé faramineux de plus de 5000 mètres. 226 km, c'est une interrogation pour moi, de voir comment est-ce que Roglic, qui n'a pas une note d'endurance très très forte, hein, comment est-ce que Roglic peut vivre ce type de longueur de parcours. Bah écoutez, pas trop mal si on regarde la veille, hein. La veille 237, il l'emporte, et on me dirait que c'était vallonné. En tout cas, c'était répertorié comme vallon, avec finalement, ouais, dans le final en tout cas, deux côtes assez courtes, donc qui correspondent à des qualités de puncher grimpeur, je dirais, grimpeur puncher comme on voudra. Donc bon, là c'est pas pareil du tout. Il y a un enchaînement et il y a notamment l'énorme gros truc qu'on aperçoit juste après l'endroit. Toluk là est en train d'arriver au sommet. On le voit là-bas, il est en train de... Bon, voilà, maintenant il a amorcé la descente. Voilà, on est dans la descente. Ah, il y a des chutes. C'est terrible. Terrible toutes ces chutes. On arrive donc sur un gros morceau. Là, c'est le Gavia. Le point culminant de ce Giro à 2618 mètres d'altitude. Voilà. On se reprend une chute. Encore 3 équipiers. Donc quelque part, on n'est pas trop impacté tant que Roglic ne chute pas. Du coup, il m'en reste par contre plus que plus que Kuss avec Roglic. C'est un peu dommage. Et puis derrière, bah, j'ai 5 gars qui essaient de rentrer, quoi.
Rien que ça, les petits abandons là, suite aux chutes là qu'on a aperçues. Allez, du coup, je vais demander à Laser de faire le boulot pour vraiment faire rentrer tout le monde le plus vite possible. Tout en sachant que Laser, au fond, c'est pas très grave de le sacrifier. Parce que de toute façon, sur la haute montagne, après, il est, euh, il est totalement dépassé, le pauvre. D'ailleurs, je vais le faire redescendre une deuxième, enfin, je vais le faire descendre pour essayer de sauver Martens, qui a encore chuté. Parce que Martens, quand même, je désespère pas qu'il puisse assurer une protection. Mais non. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Donc, Tolhook, il est peinard dans l'échappée, lui, hein, il est calé. Hein. Vous doutez bien que je l'ai envoyé à l'avant parce que, bah déjà, je me disais, s'il y a des points grimpeurs à prendre, pourquoi pas, mais il a de la concurrence, hein, il a une concurrence solide. Et puis, en plus de ça, ben, il y a un moment donné où il se fatigue moins, en fait, dans l'échappée que s'il était à suivre le rythme du peloton qui, sous l'impulsion des Ineos et également des Bahrain Merida, a quand même tendance à accélérer hein, au fur et à mesure de l'étape. C'est logique. Donc, bon, ok. Van Emden va tirer sa révérence après avoir été très 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 courageux, puisqu'il est quand même allé très très loin dans le Gavia, donc bravo. Kous lâche, de plus lâche, ça commence à être un peu l'hécatombe. Hein. Bowman lâche aussi, Roglic est tout seul. Et c'est vrai que à ce stade-là, je vais faire redescendre Tolhook. Hein, je vais lui demander d'attendre Roglic parce que il reste un petit peu trop d'ascension pour que je puisse me permettre de prendre le moindre risque. Après tout, on a un peu d'avance au classement général. C'est pas la peine de se mettre en danger sur une fin d'ascension du Gavia comme ça, qui est très difficile, quoi, hein, qui est très très difficile. Donc allez, c'est parti. Tolhook va faire l'effort pour voir un petit peu si on arrive à éliminer du monde, hein, parce que il peut servir à ça aussi, hein, pas seulement à protéger. Alors que si j'y vais avec Roglic tout seul en effort curseur, c'est complètement débile. Je préfère vraiment concentrer mes efforts en fait au même endroit. Et regardez, sous l'impulsion de Tolhook, il y a une jolie offensive au fond de Roglic hein, qui prend forme. Et là, oh dommage, on a été un peu bloqué par deux trois coureurs qui nous ont enfermés, ils nous ont fait une queue de poisson. Enfin, si j'ose dire, parce qu'ils nous avaient pas dépassés. Mais ils se sont rabattus sur nous et ça a permis à certains de rentrer. On voit qu'Irene Thomas, il a souffert hein, sur la fin. C'est plutôt une indication intéressante, ça. Hein, Guérin Thomas qui souffre. Vous voyez, il fait pas un très beau temps hein, dans cette étape. On voit la pluie, on a vu la neige à certains endroits. Aïe aïe aïe. Et là, une chute massive de tout le groupe de favoris, en fait. Alors heureusement quelque part, parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Mais ça permet à l'échappée de prendre encore plus d'avance hein, sur cette chute-là. Et l'échappée, mine de rien, elle comporte quelques coureurs qui vont effectuer un rapproché au général. Hein. On va voir ça un petit peu après. Donc, allez, on reprend un petit peu notre travail avec Tolhook pour voir s'il y a encore une fois quelque chose à faire. Et Roglic essaye de s'envoler dans le brouillard. Donc voilà, c'est une jolie image. Roglic s'envole dans le brouillard, travaille derrière de Bahrain Merida avec Caruso. Et Caruso, bah, il en peut plus. Du coup, c'est Nibali qui doit faire le boulot himself. Et Thomas aussi doit un peu se bouger. Et devant, en fait, je reprends des gens qui ont lâché l'échappée, en fait. Et c'est dommage parce que ces gens que je reprends,
Bah, à pas grand chose près, ça aurait pu être un super soutien pour assurer par exemple une descente correcte et aborder la dernière partie euh, eh bien avec une certaine avance en fait. Ça aurait été génial. C'est pas le cas. Ça va pas être le cas, vous allez voir, suite à un truc un peu bizarre, c'est que j'ai demandé aussitôt le sommet dépassé de ravitailler, mais en fait le ravitaillement il a jamais vraiment eu lieu. Les Michelton Scott n'ont pas roulé, c'est normal, ils ont Simon Yates juste derrière, on peut rien leur dire. Et donc on aborde, ben au final, on aborde cette montée finale, euh, avec les autres, hein, avec Thomas, avec Nibali, etc. C'est dommage. Il y avait peut-être quelque chose qui aurait pu se passer si on avait maintenu un certain écart. Mais on sait qu'après, dans les descentes, l'IA fait rouler à bloc les types. Et surtout que bah, ils sont comme nous, hein, dans les descentes, ils reprennent de la barre. Hein, et fatalement, bon bah c'est difficile de conserver l'avance hein, sur une descente. Allez, on va essayer de voir si on pourrait pas gratter quelque chose sur ces tout derniers. J'avais repéré qu'il y avait une petite descente en fait au moment de l'arrivée. Ouais, mais ça paraît pas évident. On risque d'être tous qualifiés du même temps. Hein, on connaît l'histoire. Quand c'est une arrivée qui monte par rapport à quand c'est une arrivée qui descend ou qui est plate, c'est pas logé à la même enseigne au niveau de l'évaluation du jeu par rapport aux écarts. Et il y a eu des abandons dans cette étape. Et au rayon des abandons, on peut notamment signaler un Egan Bernal. Et nous, on a la mauvaise, on a la mauvaise nouvelle le lendemain matin de voir que Kous ne prend pas le départ, mais il n'est pas le seul parce qu'il y a quelque chose qui m'avait échappé. Bah, c'est Laser, justement, qui est arrivé, lui, il n'a pas abandonné, il est arrivé hors délai. Et donc, l'équipe, au matin de l'étape 17, qui est un début de transfert vers les Dolomites, hein, en fait, où se dérouleront les étapes 19 et 20, qui sont là encore des rendez-vous plutôt importants. Voilà, je me rends compte à ce moment-là que Laser, il est arrivé hors délai. Et regardez, il y a quand même des équipes qui sont amputées hein, de pas mal de coureurs. La Ineos, Direct Energy, les pauvres, ils sont carrément décimés, ils sont plus que 3 sur 8. Et puis nous, on est 6. Et c'est vrai que je trouve que ça remet un peu d'incertitude de se retrouver comme ça à 6 coureurs, parce que très très clairement, il me manque des protecteurs de début d'étape, quoi. Hein. Il me manque des gens qui peuvent faire en sorte qu'on soit plus nombreux dans le final, tout bêtement. Hein. Si vous en éliminez deux, il y a des fortes chances pour que sur la toute fin, vous en ayez au moins un, voire même deux en moins. Et ça, heureusement que c'est compensé par quelque chose, c'est qu'au fil de ce Giro, et évidemment, les pics de forme sont atteints progressivement par les uns et les autres. Et ouais, et ça, c'est quand même, bon heureusement, hein, c'était quand même un peu le sens de notre préparation, hein, donc on va pas non plus crier ni au hasard ni à la chance. Hein. C'était prévu. Alors certes, il y avait un petit retard de prépa, hein, ça je l'ai abordé dans mon épisode précédent. Euh, il y avait un retard de préparation, ok, on a pigé, mais il y a bien un moment où les pics de forme doivent se déclencher. Bon, voilà. Et en fait, sur cette étape 17, qui ne va pas être remportée par un Cador, hein, en tout cas par un des leaders au classement général, on va contrôler. Voilà, je vais me contenter de contrôler, puisque Roglic se retrouve bien seul dans le final, et de ce fait, vraiment, je contrôle, pas chercher à faire quoi que ce soit. Il fallait garder aussi des forces, hein. Il faut garder de la fraîcheur, non pas pour l'étape 18, qui est une étape, la dernière, accessible aux sprinters, une étape de repos, quelque part, pour les grimpeurs,
Non, mais en vue de l'étape 19, le triptyque 19, 20, 21, quoi, hein, sur lequel tout va se jouer, en tout cas, où tout peut encore basculer en notre défaveur, et ce serait bien regrettable après autant d'efforts. Donc voilà, l'étape en contrôle, l'étape 18, on va très 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 sagement laisser les choses se décider au sprint. Il y a deux plus là qui va gratter dans la roue de Viviani, il va gratter une place d'honneur. Je crois que c'est cinquième. Et puis voilà, on a on a atteint notre objectif qui était de ne fatiguer personne. On garde donc à ce stade-là 1 minute 23 sur Vincenzo Nibali. Et on aborde l'étape 19. Aïe. Donc là, arrivé au sommet. Arrivé au sommet, on sait à quel point ces arrivées au sommet sont toujours vraiment, vraiment dangereuses. Et il faut jamais, jamais croire que voilà, on est tranquille, tout va bien. Non, non, non. Il y a toujours la possibilité de se faire surprendre. Alors je vais là encore envoyer Toluk à l'avant pour servir d'éventuelle rampe de lancement. Hein, toujours pareil l'histoire. Hein. On voit que le français Latour marque des points précieux au classement de la montagne. Il est vraiment vraiment à la lutte là pour le maillot du classement de la montagne. C'est plutôt sympa. Toluk a un peu de peine à le suivre dans certains sprints là pour ce classement. Il y a Tige Benoît aussi qui s'en mêle, puisque Tige Benoît il est de beaucoup d'échappées. Et là je vais me faire surprendre un petit peu par Nibali. Euh, Nibali attaque de façon très intelligente. Il attaque à un moment où je ne l'attendais pas réellement. Alors je vais faire rouler parce qu'on essaie toujours de ne pas réagir trop frontalement. Nibali a vraiment des grosses jambes sur cette étape-là, manifestement, puisque regardez l'écart qu'il arrive à creuser. Il est en train de nous faire beaucoup de mal après avoir fait décrocher de nouveau Toluk pour aider Roglic. Voilà. De nouveau, on se retrouve en situation où voilà, il y a une poursuite de Nibali par Thomas, par Landa, par toujours les mêmes, hein, Formolo, bref, les plus forts de ce Giro. Nibali maintient un joli écart, hein, et du coup je me décide à y aller un peu avec Roglic, y aller mais modestement, quoi, y aller en effort curseur parce que j'ai plus eu vraiment l'énergie à ce stade-là pour y aller en attaque, hein. Et donc, il y a Landa qui a réussi à sortir là, et qui a réussi à rejoindre Nibali. Mais nous, on va accuser une perte de temps. Sur cette étape 19, magnifique opération de Nibali qui va nous reprendre du temps. Heureusement, Roglic va prendre la troisième place, récupère une petite bonification, s'il limite un poil l'impact de la perte de temps liée à l'écart plus la bonif puisque Nibali remporte l'étape, et il revient à 54 secondes. Hein. On était à 1,23. Hein. Il a perdu près de 30 secondes sur Nibali sur cette étape 19. Et on va aborder l'étape 20. L'étape 20, c'est encore une étape complètement folle, avec de nouveau des ascensions euh, incroyablement difficiles, avec encore pas mal de dénivelé, avec vraiment voilà, des cols interminables. Il y en a certains un gros pourcentage. Bref, c'est pas vraiment facile tout ça. Donc je vais là encore envoyer Toluk. Ok. Vous allez dire tu fais tout le temps la même chose, mais oui oui, je suis obligé de faire quelque chose qui semble fonctionner. Hein. C'est mettre à l'abri quelque part Toluk en le faisant devancer le peloton pour qu'ensuite il puisse être vraiment efficace
au moment où on a besoin de lui, parce que sinon, encore une fois, il serait peut-être un petit peu usé par l'accélération des Bahrain Merida, des Ineos, qui travaillent, mais surtout Bahrain Merida. Hein. J'ai trouvé dans ce Giro que l'équipe Bahrain Merida était très très présente, très très active. Elle avait tendance à prendre pas mal la course à son compte. Hein. Et donc, pour nous, c'est pas grave, hein, parce que il s'occupe un peu de maintenir l'écart avec les échappés, d'éviter que les retours des uns et des autres au classement, je pense par exemple à un Richie Porte ou à un Latour qui, comme ça, ont pu faire partie d'un ou deux bons coups, que les écarts comme ça soient un petit peu réduits, surtout sur la fin d'étape, donc travaille quelque part un peu pour nous, puisque moi surtout je ne consomme pas des gars pour assurer le train, en tout cas la majeure partie du temps. La majeure partie du temps je ne consomme pas, et puis là on constate que il n'y a plus assez de points en jeu pour que la tour soit repris. La tour est donc déjà virtuellement maillot, eh bien maillot du classement de la montagne de ce Giro. Voilà, c'est lui, maillot azzurro. C'est lui qui va remporter ce classement. Donc franchement il n'aura pas volé, hein, parce qu'il s'est glissé dans toutes les échappées des étapes de montagne. Bon, il n'est pas le seul, hein, il y en a 3-4 autres là, qui ont été de tous les combats. Mais franchement il allait le chercher son maillot. C'était assez magnifique. Et puis encore une fois, j'ai eu pas mal de difficultés avec Toluk pour le concurrencer. Donc écoutez, tant mieux, tant mieux d'avoir comme ça un peu d'adversité. Euh, Allez, on essaye de revenir. Là encore, il y a eu offensive. On aperçoit Nibali là-haut, là, hein, avec d'ailleurs Latour dans sa roue. Nibali qui mène grand train et Roglic qui va se retrouver à devoir boucher. Alors cette fois-ci, il me reste de quoi attaquer pour revenir dans la roue de Nibali. Donc on va y aller. Et puis pour finir un effort curseur, voilà. Les deux hommes sont donc en tête du Giro dans le final de la 20e étape. Donc là, je crois qu'on ne pouvait pas rêver meilleure finale avec donc les deux hommes qui vont s'expliquer. Il y a un moment donné où je vais redonner du peps un peu parce que ça revient derrière. Donc j'attaque. Puis en plus, si Nibali ne suit pas, c'est tout bénef. Puis si Nibali suit, regardez, on va remettre un très très gros écart avec l'arrière. La victoire va donc se jouer. Il y a Il Diavolo qui est présent. La victoire va se jouer entre ces deux hommes. J'avais repéré quelque chose, j'avais repéré une petite pente au moment de l'arrivée, et je m'étais dit si tu attaques à la toute fin du col, en tout cas de la difficulté, on est sympa, hein. Vous avez vu comment on est fair play, on la lui laisse, on la lui laisse. C'est quand même Vincenzo Nibali, hein. Je veux dire, faut respecter le type, hein. Euh, Mérite d'aller choper cette étape-là. Roglic en seigneur absolu lui laisse l'étape. En fait, non. C'est que j'ai surestimé ce pourcentage de descente. Parce que, en fait, si le pourcentage avait été plus fort, je pense que Roglic, il n'aurait pas été dépassé. Mais là, en l'occurrence, c'était une descente qui était quand même plus un faux plat descendant que réellement une descente. Et du coup, ça lui a bouffé de la barre. Et puis, du coup, j'ai plus eu assez pour aller chercher l'étape. Non, je rigolais, hein, je l'ai pas laissé. C'est vraiment Nibali qui allait la prendre. Et voilà, et on aborde avec une cinquantaine de secondes le contre-la-montre final, le contre-la-montre de Vérone. Donc celui-là, il a beaucoup d'éléments pour nous plaire. Cette bosse au milieu là, c'est d'un goût parfait pour Primoz Roglic. J'ai fait mes petits tests comme d'habitude sur les équipiers. Van Emden, j'ai fait partir à 78. Je me suis aperçu que c'était un petit peu trop. Ensuite, de plus, j'ai fait partir à 75. Bowman à 76 et peu à peu j'ai pu affiner
ce qui pouvait être l'effort idéal pour Primoz Roglic. Et puis Toluk aussi, je vais faire un dernier test, mais Toluk est moins performant que de plus, qui va faire une jolie place a priori sur ce CLM. Donc Roglic va partir à 76 parce qu'il est quand même, il a quand même de grosses notes, hein, puis il a une bonne forme du jour. Ok, donc Roglic va partir à 76, et puis dès lors qu'on va aborder la descente, je vais le monter à 78, 80, voilà, parce qu'on sait que, évidemment, sur les contre-la-montre comme ça, votre barre jaune, quand la descente elle a un pourcentage suffisant, vous ne consommez rien à demander un effort assez important au coureur. Donc c'est vraiment juste une gestion de la barre jaune là en fonction du kilométrage restant, hein, en tout cas du pourcentage à parcourir restant. On voit que ça se dispute le meilleur intermédiaire entre Cador. Geraint Thomas va provisoirement prendre le meilleur temps. Qu'est-ce que va faire Nibali? C'est très intéressant. Nibali ne va pas réaliser un temps majeur. Et Roglic, Roglic va prendre une deuxième place très près de Geraint Thomas. Finalement, c'est rigolo. Ça termine comme ça avait commencé, à savoir avec une victoire de Thomas devant Roglic sur un contre-la-montre de type un peu prologue, hein, on est en dessous des 20 km. Ben voilà, accidenté. Et donc, bilan de ce Giro, on a Lopez qui est maillot blanc, on a Roglic qui s'impose, on l'a compris, on a Roglic qui prend aussi le maillot par points, Latour celui de la montagne, classement de la montagne, et le par équipe, je crois que c'était Movistar. Voilà, donc fin du Giro, fin également par là même de l'aventure Jumbo-Visma, puisque là je vais me recentrer sur les séries avec De Koninck et Lotto Soudal. Et puis comme ça, on va pouvoir aller tout doucettement jusqu'à dans un mois et demi la sortie de PCM 2019, sur lequel on aura un paquet de chantiers, de choses à faire. Là, ça va être super intéressant. Et donc, ma petite aventure Jumbo-Visma qui s'est quand même pas trop mal terminée. C'était bien agréable de jouer avec cette équipe et avant toute chose de jouer avec Primoz Roglic, super coureur, et on est allé chercher ce Giro. Bye, à bientôt.